Dans l'ombre d'un tribunal corrompu, une femme seule défie un empire de mensonges. Claire Dubois est-elle une héroïne ou une folle? Avant de plonger dans cette histoire captivante, laissez un commentaire avec le numéro 1 si vous êtes prêt à vibrer et abonnez-vous pour ne rien manquer. L'ombre dans la salle d'audience. La salle d'audience du tribunal de Richmond était un théâtre de silence oppressant. Les murs, d'un gris froid, absorbaient les murmures. Les bancs en bois, usés par des années de procès, grinçaient sous le poids des spectateurs. Une lumière blafarde tombait des fenêtres hautes, dessinant des ombres anguleuses sur le sol. Au centre, le pupitre du juge trônait comme un autel. Mais ce n'était pas la justice qui régnait ici, c'était la peur. Claire Dubois se tenait au dernier rang. Une silhouette discrète, presque invisible. Son chemisier orange, soigneusement repassé, contrastait avec les costumes noirs des avocats. Ses cheveux, attachés en un chignon serré, ne laissaient échapper aucune mèche rebelle. Pas de maquillage, pas de bijoux, sauf une petite chaîne en argent autour de son cou. Un sac à bandoulière reposait sur ses genoux. Ses mains, immobiles, serraient la sangle. Ses yeux, d'un brun profond, balayaient la salle sans s'arrêter. Elle observait, elle attendait. Personne ne la remarquait. Personne ne se demandait qui elle était. Dans cette salle bondée, elle était une ombre parmi d'autres. Les journalistes, agglutinés dans le couloir, griffonnaient frénétiquement. Les spectateurs, entassés sur les bancs, chuchotaient entre eux. Les avocats, penchés sur leurs dossiers, échangeaient des regards nerveux. Au centre de l'attention, Pierre Marchand. L'officier de police en uniforme impeccable se tenait droit. Son visage, taillé comme une lame, affichait un sourire narquois. Il était accusé d'agression. Mais ici, à Richmond, les accusations contre des hommes comme lui s'évaporaient souvent. Claire ne bougeait pas. Son souffle était régulier, presque mécanique. Pourtant, à l'intérieur, une tempête grondait. Chaque détail de cette salle ravivait un souvenir, une douleur ancienne, enfouie mais jamais éteinte. Son père, Antoine Dubois, professeur d'histoire dans une école de quartier. Un homme doux, aux mains tachées de craie. Il avait été arrêté pour trouble à l'ordre public. Une accusation absurde. Il avait tenté de séparer deux élèves lors d'une bagarre, l'un blanc, l'autre noir. Pierre Marchand, alors jeune officier, avait rédigé le rapport, un rapport mensonger. Pas de questions posées, pas de vidéo. La caméra de l'école, en panne, ce jour-là. Antoine avait été menotté devant ses élèves, condamné en une matinée, 6 mois de prison. Il n'en était jamais ressorti. Claire cligna des yeux. Une larme menaça de couler. Elle l'étouffa. Pas ici, pas maintenant. Elle n'était pas venue pour pleurer. Elle était venue pour détruire. Détruire le système qui avait broyé son père. Détruire Marchand, Lefebvre et tous ceux qui protégeaient cette machine infernale. Elle était Claire Dubois, agente fédérale du bureau de l'inspecteur général. Mais ici, elle n'était qu'une inconnue. Une femme sans badge, sans dossier, sans voix. Pour l'instant. La porte de la salle s'ouvrit. Un frisson parcourut l'assemblée. Le juge, Étienne Lefebvre, entra. Sa robe noire flottait comme une ombre vivante. Ses cheveux gris, peignés en arrière, brillaient sous la lumière. Ses yeux, froids comme du marbre, balayèrent la salle. Il s'assit. Le marteau frappa le bois. Le silence devint absolu. Lefebvre était une légende à Richmond, un professeur de droit constitutionnel autrefois admiré. Un homme qui parlait de justice avec des mots si beaux qu'ils semblaient sculptés. Mais Claire savait. Derrière cette façade, il y avait un roi qui régnait sur un tribunal surnommé la Cour sans appel. Marchand se leva. Son avocat, un homme maigre aux lunettes cerclées d'or, présenta sa défense. Des mots polis, huilés, vides. Les preuves étaient faibles, disait-il. Les témoins, peu fiables. La victime, un adolescent noir, avait provoqué l'officier. Claire serra les dents. Elle connaissait ce scénario, elle l'avait lu dans les archives. Des dizaines de cas, tous identiques, des rapports falsifiés, des caméras défaillantes,
des juges qui hochaient de la tête, et toujours, Marchand au centre, le premier à rédiger le rapport, le premier à témoigner, le premier à être blanchi. Soudain, Marchand tourna la tête, ses yeux croisèrent ceux de Claire, une seconde, une éternité. Son sourire s'élargit, il murmura quelque chose à son avocat. L'homme rit doucement, puis Marchand se leva, ajusta sa cravate et s'adressa au juge d'une voix forte. « Monsieur le juge, je vois une femme là-bas. » Il pointa Claire du doigt. Pas d'uniforme, pas de badge. Une employée de bureau, peut-être? On laisse entrer n'importe qui maintenant? La salle retint son souffle. Quelques rires étouffés éclatèrent. Des regards se tournèrent vers Claire. Elle ne bougea pas. Ses mains restèrent immobiles, son visage impassible. Mais ses yeux, fixés sur Marchand, brûlaient d'une intensité froide. Elle voyait tout, la sueur sur son front, le tic nerveux de sa paupière, la manière dont ses doigts tapotaient le pupitre. Il était mal à l'aise. Il ne la connaissait pas. Mais quelque chose en elle le dérangeait. « Je parle à vous !» lança Marchand, haussant le ton. « Qui vous a autorisé à entrer? Vous êtes avocate? Vous savez que c'est une cour criminelle, n'est-ce pas? » La salle était figée. Les journalistes, stylo en l'air, attendaient une réponse. Lefebvre, derrière son pupitre, ne disait rien. Son regard glissa sur Claire, puis revint à ses dossiers, comme s'il approuvait, comme s'il attendait que Marchand finisse son spectacle. Claire ne répondit pas, elle ne baissa pas les yeux, elle ne trembla pas. Son silence était une arme que Marchand ne comprenait pas. Il s'avança, son visage durci. « Je vous demande de sortir. Personne ne vous a invité. » Sa main se leva, un geste menaçant. Il s'approcha d'elle, prêt à l'empoigner. La foule retint son souffle. Un greffier jeta un regard vers Lefebvre. Le juge ne bougea pas. Alors, Claire agit. D'un mouvement lent, précis, elle sortit un téléphone de sa poche. Pas de précipitation, pas de colère. Elle alluma la caméra frontale. La lumière de l'écran éclaira son visage. Pas de maquillage, pas de peur. Juste une détermination froide. Marchand s'arrêta net, pas à cause de la caméra, à cause de ce qu'il vit dans ses yeux, une connaissance, une certitude. Elle savait qui il était, ce qu'il avait fait, plus que les avocats, plus que le juge, plus que les journalistes. La salle était silencieuse, le temps semblait suspendu. Marchand recula d'un demi-pas, ses lèvres tremblèrent, comme s'il voulait parler. Mais aucun mot ne sortit. Claire ne sourit pas. Elle ne parla pas. Elle rangea son téléphone. Ses yeux ne quittèrent pas Marchand. Et dans ce regard, il y avait tout. La douleur de son père, la colère d'une vie brisée, la promesse d'une justice à venir. Un tout sautement brisa le silence. Lefebvre frappa son marteau. « Poursuivons, » dit-il, comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose avait changé. Les spectateurs ne regardaient plus Marchand. Ils regardaient Claire, une femme inconnue, immobile, silencieuse, une femme qui, en ne disant rien, avait ébranlé la salle entière. Plus tard, dans un couloir étroit du tribunal, Claire croisa Sophie Leroux, une femme d'une trentaine d'années, aux cheveux châtains mal coiffés, une greffière. Ses mains tremblaient légèrement, serrant un dossier contre sa poitrine. Sophie était invisible aux yeux des avocats et des juges. Une employée parmi d'autres, mais Claire l'avait remarqué. Depuis des semaines, elle observait Sophie, ses regards furtifs, ses hésitations devant les archives, ses soupirs lorsqu'on lui demandait de ranger un dossier. « Vous êtes nouvelle ici ?» demanda Sophie, la voix basse. Claire hocha la tête. « Temporaire, je classe des dossiers. » Sophie la fixa un instant. Ses yeux étaient fatigués, mais il y avait une lueur de doute, de colère contenue. « Faites attention, » murmura-t-elle. « Ici, les dossiers, ils disparaissent parfois. » Claire ne répondit pas. Elle esquissa un sourire qui disait « Je sais, et je suis là pour ça. » Sophie détourna les yeux, troublée, et s'éloigna. Claire la suivit du regard. Sophie était une fissure dans le système, une fissure qu'elle pourrait élargir. Le soir, dans un café discret à l'orée de Richmond,
Claire retrouva Julien Morel, un homme d'une quarantaine d'années, aux lunettes épaisses et aux épaules voûtées, un ancien technicien réseau du tribunal, licencié pour avoir refusé de supprimer des sauvegardes. Julien vivait désormais de petits contrats informatiques. Il était nerveux, triturant une serviette en papier. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il, sa voix tremblante. « Je ne veux pas d'ennui. » Claire posa une tasse de café devant lui. L'odeur chaude emplit l'air. « Parce que vous avez dit non, Julien. Vous avez dit non quand ils vous ont demandé de mentir. » Il baissa les yeux. « Et ça m'a coûté mon travail, ma maison, tout. » « Pas tout, » dit Claire. Sa voix était douce, mais ferme. « Vous avez encore votre conscience. Et moi, j'ai besoin de quelqu'un comme vous. » Julien releva la tête. Il y avait des larmes dans ses yeux. Pas de tristesse, de rage. « Ils effacent tout, » murmura-t-il. « Les vidéos, les rapports, les noms, comme si ces gens n'avaient jamais existé. » Claire posa une main sur la table. Pas un geste de réconfort, un geste d'alliance. « Aidez-moi à les ramener. » Julien hésita, puis il hocha la tête. Une fois, lentement, c'était assez. Cette nuit-là, dans une chambre louée sous un faux nom, Claire s'assit à un bureau en bois écaillé. Une lampe de chevet jetait une lumière jaune sur ses dossiers. Elle ouvrit son journal. Une page vierge. Elle écrivit, d'une écriture fine. « Je ne cherche pas la vengeance, je cherche la vérité. Pour papa, pour eux tous. » Puis elle éteignit la lampe. L'obscurité l'enveloppa. Mais dans cette obscurité, une lueur persistait, une lueur qu'elle portait en elle, une lueur que ni Marchand, ni Lefebvre, ni ce tribunal maudit ne pourraient éteindre. Le lendemain, Claire retourna au tribunal, pas comme spectatrice, comme employée temporaire, un badge anonyme autour du cou, un chariot rempli de dossiers à classer. Elle passa devant la salle d'audience. La porte était entr'ouverte. À l'intérieur, Marchand témoignait. Sa voix, forte, arrogante, résonnait. « Je n'ai rien fait de mal. Cet adolescent a résisté. Il l'a cherché. » Claire s'arrêta. Une seconde. Elle ferma les yeux. L'image de son père, menotté, lui revint. Puis elle rouvrit les yeux. Elle poussa son chariot. Ses pas étaient lents, mesurés. Chaque dossier qu'elle touchait était une pièce du puzzle. Chaque archive, un secret. Dans un couloir désert, elle trouva une porte marquée « Archives privées », verrouillée. Elle sortit une clé USB de sa poche, un programme conçu par Julien. Elle le brancha sur un terminal à côté. L'écran clignota. Des fichiers apparurent, des rapports, des enregistrements audio, des noms. Soudain, un bruit, des pas. Claire retira la clé. Elle se retourna. Sophie se tenait là, un dossier sous le bras. Ses yeux s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que vous faites ?» Claire ne paniqua pas. Elle rangea la clé dans sa poche. « Je cherche un dossier. Perdu. » Sophie fronça les sourcils. « Vous mentez. » Un silence. Puis Claire parla, sa voix basse, presque un murmure. « Vous savez ce qu'ils font, Sophie? Vous le voyez tous les jours. Les dossiers qui disparaissent, les gens qu'on efface. » Sophie recula, ses mains tremblaient. « Vous ne comprenez pas. Ils vous détruiront. »« Peut-être, » dit Claire, « mais pas avant que je les détruise. » Sophie resta immobile, puis elle tourna les talons. Elle s'éloigna. Claire la regarda partir. Elle savait. Sophie ne la dénoncerait pas. Pas encore. Cette nuit-là, dans sa chambre, Claire écouta un enregistrement. Une voix grave, celle de Lefebvre. « Pierre, règle ça vite. Pas de vagues, pas de médias. » Puis la voix de Marchand. Comme d'habitude, Lefebvre, froid. « Non, cette fois, fais-le proprement. » Claire éteignit l'enregistreur. Son cœur battait fort. Elle tenait la preuve, la première preuve, mais ce n'était que le début. Le système était un monstre. Et elle, une ombre qui, pas à pas, s'approchait de son cœur. Le réseau des silencieux. L'aube drapait Richmond d'un voile pâle, presque spectral. Les rues, luisantes de rosée, s'éveillaient sous le grondement des premières voitures.
Claire Dubois, immobile à une table d'un café discret, serrait une tasse d'espresso. La chaleur brûlait ses paumes, mais elle ne sciait pas. Ses yeux, rivés sur un carnet noir, traçaient des lignes d'encre fine. Chaque mot était un fil ténu, chaque fil, une piste menant au cœur d'un monstre invisible. Elle n'écrivait pas pour se souvenir, elle écrivait pour ne pas se dissoudre dans la rage qui la consumait. Le tribunal de Richmond, avec ses façades de verre et d'acier, semblait endormi sous la lumière froide. Mais Claire savait. Derrière ces murs, les dossiers s'effaçaient comme des ombres sous un projecteur, les noms s'évanouissaient, les voix étouffées ne laissaient aucun écho. Elle referma son carnet d'un geste sec. La serveuse, une femme aux cheveux grisonnants et au tablier taché, lui lança un regard curieux. Claire esquissa un sourire poli, presque fragile, un sourire qui disait « Je ne suis qu'une passante ». Mais elle n'était pas une passante, elle était une flamme, contenue dans une silhouette frêle, prête à tout embraser. Dans une ruelle étroite, à l'abri des regards, Claire retrouva Sophie Leroux. La greffière, engoncée dans un manteau trop grand, triturait nerveusement son écharpe en laine. Ses yeux, cernés de fatigue, trahissaient des nuits hantées par le doute. « Pourquoi moi ?» murmura-t-elle, son souffle formant un nuage dans l'air glacé. Claire ne répondit pas immédiatement. Elle sortit une enveloppe de son sac. À l'intérieur, une liste manuscrite, des noms, des dates, des dossiers disparus. Parce que vous savez, Sophie, vous savez ce qu'ils font. Vous le voyez tous les jours. Sophie recula, comme si les mots étaient des lames. Je ne peux pas. Si je parle... Sa voix se brisa, avalée par un sanglot qu'elle retint. Claire posa une main sur son bras. Un geste ferme, mais empreint d'une douceur calculée. Vous n'avez pas à parler. Pas encore. Juste à regarder, à écouter, à me donner ce qu'ils veulent cacher. Sophie baissa les yeux. Une larme roula sur sa joue, scintillant sous la lumière d'un réverbère. Puis, un hochement de tête, à peine perceptible, mais suffisant. Claire sentit une fissure s'ouvrir dans le mur du silence. Une fissure qu'elle élargirait, coûte que coûte. Julien Morel l'attendait dans un garage abandonné, à l'ouest de la ville. L'odeur d'huile rance et de métal rouillé saturait l'air. Julien, penché sur un vieil ordinateur portable, pianotait frénétiquement. Ses lunettes, épaisses, réfléchissaient l'écran bleuté. « J'ai trouvé quelque chose », dit-il sans lever les yeux. Claire s'approcha, son ombre glissant sur le béton craquelé. Sur l'écran, des lignes de code défilaient, des journaux de connexion, des serveurs internes du tribunal. Ils effacent les sauvegardes tous les mois, mais pas toutes. Certaines, elles vont ailleurs. Claire plissa les yeux, son cœur battant plus fort. « Où ?» Julien tapa une commande. Une adresse IP apparut. Un serveur privé, pas officiel, lié à un nom. Antoine Beaumont. Le procureur général de Virginie. Un homme au costume taillé sur mesure, au discours poli, au sourire télévisé. Un homme dont le nom revenait dans chaque affaire douteuse comme une signature invisible. Claire sentit une vague de chaleur monter en elle. Pas de surprise, juste une confirmation. Elle était plus proche du cœur du système qui avait broyé son père, qui broyait encore tant d'autres. Julien referma son ordinateur d'un claquement sec. « Si je continue, ils sauront. » Claire hocha la tête, ses yeux fixés sur la clé USB qu'il tenait. « Alors arrêtez, pour l'instant. Donnez-moi juste les clés. » Julien lui tendit la clé, ses doigts tremblants effleurant les siens. « Tout est là-dedans, mais Claire, faites attention. Ils ne jouent pas. » Elle saisit la clé, son regard dur. « Je ne joue pas non plus. » Dans un appartement exigu, au 7e étage d'un immeuble délabré, Claire brancha la clé. L'écran de son ordinateur clignota, révélant une cascade de fichiers, des transferts financiers, des sommes astronomiques acheminées par des fonds opaques. L'un d'eux, nommé Horizon Stability, revenait sans cesse. 1 200 000 $. Une note scannée, signée par un certain Douglas Creel. Priorité, maintenir la stabilité judiciaire. Pas d'appel. Claire sentit une rage froide l'envahir. Pas pour elle.
Pour son père, Antoine Dubois, professeur d'histoire, mort dans une cellule pour un crime qu'il n'avait jamais commis. Pour tous ceux que ce système avait effacés. Un craquement brisa le silence. Derrière la porte, Claire éteignit l'écran, glissa la clé dans sa poche. Son pouls s'accéléra. Un autre bruit. Des pas. Lents. Délibérés. Elle attrapa un couteau de cuisine, le dissimula dans sa manche. La porte trembla légèrement. Quelqu'un essayait d'entrer. Elle retint son souffle. Puis, silence. Une enveloppe glissa sous la porte. Pas de nom, pas d'adresse, juste une phrase, écrite à l'encre noire. Arrêtez, ou vous disparaîtrez. Claire ne paniqua pas. Elle ramassa l'enveloppe, ses doigts frôlant le papier glacé. À l'intérieur, une photo. Son père, menotté, devant l'école où il enseignait. Une image qu'elle n'avait jamais vue. Une image qu'ils avaient gardée, comme un trophée. La rage monta, mais elle l'étouffa. Pas maintenant. Elle rangea la photo dans son sac. Elle savait, il la surveillait, il savait qu'elle était proche, trop proche. Le lendemain, Claire rencontra Émile Dubois. Pas de lien de parenté, mais un nom qui résonnait comme un écho douloureux. Émile, journaliste indépendant, vivait dans l'ombre depuis qu'il avait publié un article sur Beaumont. Ses sponsors s'étaient retirés, sa carrière brisée. Il buvait un café noir dans un bistrot miteux, ses mains marquées par l'encre et le stress. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il, sa voix rauque, méfiante. Claire posa une carte mémoire sur la table. « Parce que vous avez écrit la vérité, et qu'ils vous ont puni pour ça. » Émile fixa la carte, ses doigts tambourinant sur la table. « Qu'est-ce que c'est ?» Claire répondit, sa voix basse, presque un murmure. « Des preuves, des transferts, des noms. Beaumont, Lefebvre, Marchand. » Émile pâlit, ses yeux s'écarquillant. « Vous voulez que je publie ça? Ils me détruiront. » Claire ne s'y a pas. « Ils l'ont déjà fait, Émile, mais cette fois, vous ne serez pas seul. » Il prit la carte, ses doigts tremblants. « D'accord. Mais si je tombe, vous tombez avec moi. » Claire esquissa un sourire froid, déterminé. « Alors ne tombez pas. » Cette nuit-là, l'appartement de Claire fut attaqué. Pas par des hommes armés, pas par des flammes, par le silence. Une coupure de courant soudaine, une connexion Internet morte, puis un bruit, un grincement dans l'escalier. Claire n'attendit pas. Elle attrapa son sac, ses disques durs, et sortit par l'escalier de secours. Le vent froid mordait son visage. Elle courut, ses pas résonnant sur le métal rouillé. Pas par peur, par stratégie. Elle savait où aller. Julien l'attendait dans une vieille usine désaffectée, au sud de la ville. Une cache souterraine, préparée depuis des mois. Un bunker numérique, hors réseau, où les ombres ne pouvaient l'atteindre. Julien alluma un écran, ses doigts volant sur le clavier. « Ils ont essayé de pirater votre connexion. Ils savent que vous avez quelque chose. » Claire brancha ses disques, son visage impassible. « Alors, donnons-leur une raison d'avoir peur. » Elle envoya les fichiers à un groupe de journalistes internationaux. Pas par email. Par un réseau décentralisé, indéchiffrable. Chaque fichier était une bombe. Chaque nom, une fissure dans l'empire de Beaumont. Mais elle n'était pas naïve. Il riposterait, et vite. Un problème persistait. Une taupe. Quelqu'un dans son réseau. Claire le sentait. Les pas dans l'escalier, l'enveloppe, la photo. Quelqu'un parlait. Elle relut ses notes. Sophie, Julien, Émile. Et une quatrième personne, Amélie Roche, une ancienne stagiaire au bureau du procureur. Amélie avait été renvoyée pour avoir posé trop de questions sur un dossier. Elle avait promis d'aider Claire, mais ses réponses étaient trop rapides, trop parfaites, trop lisses. Claire retrouva Amélie dans un parc à l'aube. Les arbres, dénudés par l'automne, projetaient des ombres longues sur le gravier. Amélie, en manteau gris, semblait nerveuse, ses mains enfoncées dans ses poches. « Vous avez trouvé quelque chose ?» demanda-t-elle, sa voix trop aiguë. Claire sourit, un sourire qui ne touchait pas ses yeux. « Oui, mais pas ce que vous pensez. » Elle tendit un dossier vide. Amélie le prit, ses mains tremblantes. « Qu'est-ce que c'est ?» Claire s'approcha, sa voix un murmure glacial. « Un test, et vous venez d'échouer. »
Amélie pâlit, ses yeux s'écarquillant. Je... je ne comprends pas. Claire ne la laissa pas finir. Vous travaillez pour eux, depuis le début. Amélie voulut parler, mais Claire l'interrompit, sa voix tranchante. Ne mentez pas, je sais. Amélie s'enfuit, ses pas crissant sur le gravier. Claire ne la poursuivit pas. Elle avait ce qu'elle voulait, la confirmation. Son réseau était fragile, mais elle pouvait encore le sauver. Dans la cache, Julien renforça les sécurités, ses doigts dansant sur le clavier. Sophie apporta un nouveau dossier, ses mains tremblantes. Une note manuscrite, trouvée dans le bureau de Lefebvre. Une phrase. Pas d'appel pour l'affaire Tran. Faites disparaître le rapport. Lucas Tran. Un adolescent de 16 ans condamné pour avoir menacé un officier. Pas de preuves. Pas de témoins. Juste le rapport de Pierre Marchand. Claire serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Lucas. Un autre nom. Un autre visage. Comme son père. Elle s'assit, ouvrit son journal, une nouvelle page. Ils pensent que je suis seul, ils se trompent. Chaque nom qu'ils effacent, je le rends visible. Chaque voix qu'ils étouffent, je la fais entendre. Elle referma le carnet, son regard fixé sur l'écran. Une transmission terminée, les fichiers étaient partis, vers New York, vers Paris, vers des mains qui ne se tairaient pas. La lumière dans la vérité. Le tribunal de Richmond se dressait sous un ciel d'acier, ses façades de verre reflétant une lumière froide et tranchante. À l'intérieur, l'air était lourd, saturé d'une tension presque palpable. Les murs gris, témoins de décennies de procès, semblaient absorber les murmures des spectateurs. Les bancs en bois, usés par le temps, grinçaient sous le poids des corps entassés. Claire Dubois, immobile dans le couloir principal, ajusta son chemisier orange. Ses mains, fermes, ne tremblaient pas. Son sac, serré contre sa poitrine, contenait plus qu'un carnet et un stylo. Il portait des années de douleur, de patience, et une vérité prête à éclater comme une tempête longtemps contenue. Elle entra dans la salle d'audience. Un silence oppressant l'accueillit. Les regards des spectateurs, des avocats, des journalistes se tournèrent vers elle, mais elle les ignora. Elle s'assit au dernier rang, une ombre parmi d'autres. Son cœur battait fort, mais son visage restait impassible. Elle avait attendu ce moment. Des nuits sans sommeil, penchée sur des dossiers volés, des risques pris, des vies frôlées, des alliances tissées dans l'ombre avec Sophie, Julien, Émile et tant d'autres. Tout convergeait ici, dans cette salle où la justice avait été travestie, où des innocents avaient été broyés, où son père, Antoine Dubois, avait été effacé. Pierre Marchand se tenait au centre, en uniforme d'officier. Son visage, taillé comme une lame, affichait une assurance arrogante. Ses yeux balayèrent la salle, défiant quiconque de le contredire. À ses côtés, le juge Étienne Lefebvre, dans sa robe noire, feuilletait un dossier avec une nonchalance étudiée. Mais Claire voyait, les doigts crispés de Marchand sur le pupitre. Le regard fuyant de Lefebvre, évitant la foule. Il sentait une menace. Il ne savait pas d'où elle venait, pas encore. Lefebvre frappa son marteau. Le silence tomba, absolu. Affaire suivante, annonça-t-il, sa voix grave résonnant comme un glas. Marchand se leva, prêt à témoigner. Une nouvelle accusation d'agression, une nouvelle victime, un adolescent nommé Lucas Tran. Un scénario familier, gravé dans les archives du tribunal. Un rapport rédigé par Marchand, une caméra défaillante. Des témoins absents. Claire serra les dents. Elle connaissait cette histoire. Elle l'avait vécue à travers son père, arrêté pour un crime qu'il n'avait jamais commis, condamné par un mensonge signé de la main de Marchand. Mais aujourd'hui, le scénario allait changer. Claire se leva, lentement, délibérément. Les murmures s'éveillèrent dans la salle. Les spectateurs, intrigués, se penchèrent en avant. Les journalistes, stylo en main, sentirent l'air vibrer. Marchand, surpris, fronça les sourcils. « Qui est-ce » lança-t-il, sa voix teintée d'irritation.
Lefebvre ajusta ses lunettes, son regard perçant fixé sur Claire. « Madame, asseyez-vous, ordonna-t-il, sec. Claire ne bougea pas. Elle avança, ses pas résonnant sur le parquet usé. Chaque pas était une déclaration, chaque pas un défi. Elle s'arrêta au centre de la salle. Les regards pesaient sur elle, mais elle ne fléchissait pas. « Je m'appelle Claire Dubois, » dit-elle, sa voix claire, tranchante comme du verre. « Agente fédérale, bureau de l'inspecteur général, et je suis ici pour mettre fin à votre mascarade. » La salle retint son souffle. Les stylos des journalistes s'immobilisèrent. Marchand pâlit, ses mains crispées sur le pupitre. Lefebvre, pour la première fois, sembla déstabilisé. « Sortez immédiatement !» aboya-t-il, frappant son marteau. Mais Claire ne fléchit pas. Elle sortit une clé USB de son sac, petite, noire, anodine. Pourtant, elle contenait un empire de mensonges prêt à s'effondrer. « Ceci, » dit-elle, levant la clé, contient des enregistrements, des vidéos, des rapports, des preuves de votre corruption. Elle fit une pause, ses yeux balayant la salle, s'arrêtant sur chaque visage. Pierre Marchand, vous avez falsifié des rapports pendant des années. Vous avez envoyé des innocents en prison. Mon père, Antoine Dubois, était l'un d'eux. Sa voix trembla légèrement, mais elle se reprit, son regard brûlant d'une détermination froide. Étienne Lefebvre, vous avez couvert ces crimes, vous avez fermé les yeux sur des injustices pour protéger vos alliés. Et Antoine Beaumont, procureur général, vous avez financé ce système avec des fonds illégaux. Et quand un silence glacial suivit, puis un chaos. Les spectateurs chuchotaient frénétiquement, leur voix montant comme une vague. Les journalistes tapaient sur leurs tablettes, capturant chaque mot. Marchand, rouge de colère, pointa un doigt vers Claire. « Vous mentez! Vous n'avez rien !» cria-t-il, sa voix tremblante. Lefebvre frappa son marteau, encore et encore. « Silence! Sortez cette femme !» ordonna-t-il. Deux huissiers s'approchèrent, leurs pas lourds résonnant dans la salle. Claire ne bougea pas. Elle brancha la clé sur un projecteur, piraté la veille par Julien Morel. L'écran s'alluma, projetant une lumière blafarde sur les murs. Une voix résonna, celle de Lefebvre, grave, froide. « Pierre règle ça vite. Pas de vagues, pas de médias. » Puis Marchand, riant, arrogant. « Comme d'habitude ?» Lefebvre, sec. « Non, cette fois, fais-le proprement. » La salle était figée. Les huissiers s'arrêtèrent net, leurs mains suspendues. Les spectateurs, bouche bée, fixaient l'écran. Une vidéo suivit. Marchand, dans un couloir du tribunal, frappant un adolescent menotté. Lucas Strachan. La caméra, prétendument défaillante, avait tout capturé. Claire l'avait récupérée grâce à Sophie Leroux, qui avait risqué sa carrière, sa sécurité, pour la lui remettre dans une enveloppe anonyme. Marchand recula, trébuchant contre le pupitre. « C'est un montage !» hurla-t-il, sa voix brisée, presque hystérique, mais personne ne l'écoutait. Lefebvre, livide, se leva, ses mains tremblantes. « Éteignez ça !» ordonna-t-il, sa voix chevrotante. Mais personne n'obéit. Les spectateurs étaient hypnotisés. Les journalistes, fébriles, filmaient l'écran avec leur téléphone. Claire parla, sa voix couvrant le chaos, claire comme un glas. Ce n'est pas tout. Des transferts financiers. Un fonds, Horizon Stability. 1 200 000 $ pour maintenir la stabilité judiciaire. Signé par Douglas Creel, sous les ordres d'Antoine Beaumont. Un homme dans la foule se leva. Antoine Beaumont, présent dans la salle pour une autre affaire. Son visage, d'ordinaire impassible, était décomposé. Ses cheveux, soigneusement coiffés, semblaient soudain en désordre. « C'est absurde », lança-t-il, sa voix tremblante, presque suppliante. Claire le fixa, ses yeux brûlants d'une intensité froide. « Absurde, j'ai vos relevés bancaires, vos emails, vos notes manuscrites. » Elle projeta un document, une note scannée, écrite de la main de Beaumont. « Pas d'appel pour l'affaire Tran. Faites disparaître le rapport. » La signature, unmistakable, scintilla sous la lumière du projecteur.
La salle explosa. Des cris d'indignation, des insultes lancées depuis les bancs, des applaudissements, timides d'abord, puis tonitruants. Les huissiers, débordés, ne savaient plus quoi faire. Lefebvre, acculé, s'effondra sur son siège, ses mains couvrant son visage. Marchand, hagard, cherchait une issue, ses yeux balayant la salle comme un animal piégé. Beaumont, encerclé par des journalistes, balbutiait des excuses incohérentes, ses mots avalés par le tumulte. Claire, immobile au centre de la tempête, ne souriait pas. Elle ne triomphait pas. Elle accomplissait. Pour son père, pour Lucas, pour tous les noms effacés par ce tribunal maudit. Les heures qui suivirent furent un tourbillon. Les enregistrements, diffusés par Émile Dubois et un réseau de journalistes internationaux, déclenchèrent une onde de choc. Les médias, d'abord prudents, s'emparèrent de l'affaire avec une voracité insatiable. Les chaînes de télévision interrompirent leurs programmes. Les journaux en ligne publièrent des éditions spéciales. Des manifestations éclatèrent devant le tribunal, spontanées, désordonnées, mais vibrantes de colère. Des pancartes portaient des noms. Lucas Tran, Marie Collan, une mère célibataire condamnée à tort pour vol, Malik Jones, un étudiant arrêté sans preuve, et Antoine Dubois. Le nom de son père, autrefois oublié, était désormais un cri de ralliement, peint en lettres rouges sur des banderoles. Marchand fut arrêté le soir même. Menotté, il passa devant Claire dans un couloir étroit du tribunal. Leurs regards se croisèrent. Pas un mot, juste une promesse silencieuse. Il avait perdu. Ses yeux, autrefois arrogants, étaient vides, éteints. Lefebvre, suspendu de ses fonctions, quitta Richmond sous escorte, son visage caché sous un chapeau. Beaumont, acculé par des enquêtes fédérales, tenta de fuir. Il fut intercepté à l'aéroport, son passeport confisqué, son arrogance réduite à des murmures inaudibles. Les dossiers disparus réapparurent, exhumés des archives par des greffiers courageux, inspirés par Sophie. Les affaires closes furent rouvertes. La justice, si longtemps bafouée, reprenait son souffle, fragile mais vivante. Mais Claire n'était pas naïve. Le système, blessé, ripostait. Une lettre arriva, postée sans adresse. Une écriture fine, presque délicate, comme un écho d'un autre temps. Vous avez gagné une bataille, pas la guerre. Claire la lut, mot après mot, puis la brûla dans un cendrier. Les flammes dévorèrent le papier, mais pas sa détermination. Une autre lettre suivit, plus personnelle, plus cruelle. De la mère de Marchand, une femme âgée vivant dans un village isolé. Je vous en prie, pardonnez mon fils. Il a été manipulé. Il n'est pas un monstre. Chaque phrase était un coup. Chaque mot, une supplication. Claire ferma les yeux. L'image de son père, menotté devant ses élèves, revint, nette, douloureuse. Elle plia la lettre, la rangea dans une boîte. Elle ne répondit pas. Le pardon n'était pas à elle. Il appartenait aux victimes, à Lucas, à Marie, à Malik, à tous ceux que Marchand avait brisés. Un soir, dans un café discret à l'orée de Richmond, Claire retrouva Sophie, Julien et Émile. La table était couverte de tasses vides, l'odeur du café flottant comme un souvenir réconfortant. Sophie, plus assurée, parlait d'un nouveau poste dans un tribunal voisin, loin des ombres de Lefebvre. Julien, souriant pour la première fois depuis des mois, montrait des photos de ses enfants, ses lunettes glissant sur son nez. Émile, un carnet neuf sous le bras, planifiait un livre, ses yeux brillants d'une énergie retrouvée. Ils riaient, mais leur voix portait encore les cicatrices du combat. Claire les écoutait, silencieuse, son regard perdu dans la vapeur de son café. Elle n'était pas là pour célébrer, elle était là pour se souvenir, pour ancrer ce moment, fragile, dans sa mémoire. Elle ouvrit son journal, une page vierge, immaculée. Elle écrivit, d'une écriture fine, presque solennelle. La justice n'est pas un marteau, c'est une voix qui refuse de se taire, même dans l'obscurité. Elle referma le carnet, son regard fixé sur la fenêtre. Dehors, la nuit enveloppait Richmond, mais des lumières scintillaient comme des promesses. Elle se leva.
Où vas-tu? Demanda Sophie, sa voix teintée d'inquiétude. Claire sourit, un sourire doux, presque triste. Continuez. Quelques mois plus tard, un nouveau bâtiment ouvrit ses portes à Richmond. Une façade simple, en briques rouges, sans prétention. Une plaque en bronze, gravée de mots sobres. La voie retrouvée. Un centre d'aide juridique communautaire. Pas de bureaux luxueux, pas de tapis rouge, juste des chaises en bois, des tables usées et des oreilles attentives. Claire y travaillait, anonyme. Pas de badge, pas de titre. Juste une femme qui écoutait. Des histoires de vie brisées, des dossiers oubliés, des noms effacés par le système. Elle notait tout, chaque mot, chaque larme, chaque espoir, aussi ténu soit-il. Un jour, une femme entra. Marie Collen. Ses cheveux, grisonnants, encadraient un visage marqué par les années. Elle tendit une photo, ses mains tremblantes, une petite fille, souriante, un ruban rouge dans les cheveux. « Ma fille, murmura-t-elle, sa voix brisée, grâce à vous, je la reverrai. » Claire prit la photo, ses doigts frôlèrent le papier usé. Elle sentit une chaleur dans sa poitrine, mais elle ne dit rien. Les mots étaient inutiles. Elle rendit la photo, ses yeux rencontrant ceux de Marie. Un instant, elles se comprirent. Marie partit, ses pas plus légers, comme si un poids invisible s'était envolé. Un autre jour, un homme entra, Lucas Strachan, désormais libre. Ses épaules, autrefois voûtées, se tenaient droites. Il portait un sac à dos, celui d'un étudiant reprenant ses études. Il tendit une lettre, maladroit. « Je sais pas écrire bien, mais merci. » Claire lut la lettre, des phrases simples, maladroites, mais chaque mot portait une vérité brute. Elle sourit, un sourire rare, authentique. « Tu n'as pas à remercier, Lucas. C'était juste. » Il hocha la tête, ses yeux brillants, et partit, son sac ballottant contre son dos. Le soir, seule dans son bureau, Claire ouvrit une boîte en bois. À l'intérieur, une chaîne en argent, celle de son père. Elle la serra dans sa main, le métal mord dans sa peau. La douleur était là, toujours, tapie dans son cœur. Mais elle n'était plus seule. Autour d'elle, les murs du bureau étaient couverts de lettres, des mots de gratitude, des dessins d'enfants, des photographies de familles réunies, des voix retrouvées, arrachées au silence. Elle rangea la chaîne, referma la boîte. Elle éteignit la lampe. L'obscurité l'enveloppa, mais elle n'était pas vide. Une lumière persistait, une lumière qu'elle portait en elle, une lumière que ni Marchand, ni Lefebvre, ni Beaumont n'avaient pu éteindre. Dehors, Richmond respirait. Les rues, autrefois silencieuses, vibraient de murmures nouveaux. Des chants s'élevaient lors des rassemblements. Des pancartes portèrent des promesses. Plus jamais. Claire marcha dans la nuit, son manteau frôlant les pavés. Le vent caressait son visage, frais, presque apaisant. Elle ne cherchait pas la gloire, elle ne cherchait pas la paix, elle cherchait la vérité. Et tant qu'un nom restait oublié, tant qu'une voix restait étouffée, elle continuerait, pour son père, pour Lucas, pour Marie, pour Malik, pour tous ceux que le système avait voulu effacer, pour la lumière dans la vérité. Mais le danger grandissait. Une nouvelle note arriva, glissée sous la porte de la cache. Une écriture soignée, presque élégante. « Vous ne pouvez pas gagner, pas contre nous. » Claire froissa la note, ses doigts crispés. Elle ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin de mots. Elle avait des preuves et un réseau de silencieux. Sophie, qui copiait les dossiers en secret, risquant tout. Julien, qui piratait les serveurs, défiant ses propres peurs. Émile, qui écrivait dans l'ombre, prêt à renaître. Et d'autres qu'elle n'avait pas encore rencontrés. Des gens brisés par le système, des gens prêts à se relever. Elle sortit dans la nuit, le vent portait l'odeur de la ville, un mélange de béton, d'essence et de désespoir. Richmond dormait, mais pas pour longtemps. Claire marcha, son sac pressé contre sa poitrine. À l'intérieur, une clé USB, un disque dur, une photo de son père et une liste de noms. Des noms qu'elle n'oublierait jamais. Elle ne regardait pas en arrière. Elle regardait devant, vers le tribunal,
vers Lefebvre, vers Beaumont, vers Marchand, vers la vérité. Mais au fond d'elle, une question persistait. Combien de temps encore pourrait-elle avancer dans l'ombre? Combien de temps avant que le système ne referme ses griffes? Elle chassa cette pensée. Pas maintenant, pas tant qu'elle respirait, pas tant qu'elle portait en elle la voix de son père et celle de tous ceux que Richmond avait voulu effacer. Réflexion et leçon de vie. L'histoire de Claire Dubois, dans sa quête acharnée pour la vérité et la justice, résonne comme un écho profond dans l'âme. En suivant son parcours, marqué par la douleur, la persévérance et un courage indomptable, je ressens une admiration mêlée d'introspection. Cette femme, confrontée à un système oppressant, incarne une force universelle, celle de l'individu qui refuse de plier face à l'injustice. Son combat, ancré dans la perte de son père et amplifié par les voix des oubliés, n'est pas seulement une révolte contre un tribunal corrompu. C'est une ode à la dignité humaine, à la mémoire et à la responsabilité que nous portons tous envers les autres. Ce qui me frappe d'abord, c'est la solitude de Claire. Elle avance dans l'ombre, entourée de dangers, sans jamais céder au désespoir. Cette solitude si pesante reflète une réalité que nous connaissons tous à des degrés divers. Combien de fois dans nos vies nous sentons-nous seuls face à un défi? Combien de fois hésitons-nous à parler, à agir par peur des conséquences? Pourtant, Claire nous enseigne que la solitude n'est pas une faiblesse. Elle peut devenir une force, un espace où naissent la réflexion et la détermination. En la voyant tisser son réseau avec Sophie, Julien et Émile, je comprends que même dans l'isolement, nous pouvons trouver des alliés. Ces liens, fragiles mais précieux, sont le ciment de tout changement. Son courage, discret mais inébranlable, m'interpelle également. Claire ne cherche pas la gloire. Elle ne brandit pas de drapeau, ne hurle pas de slogan. Son arme, c'est la vérité, patiemment recueillie, méthodiquement exposée. Ce choix me touche profondément, car il reflète une valeur chère à la culture française, la mesure. En France, nous admirons ceux qui agissent avec retenue, mais avec une conviction absolue. Claire incarne cette élégance morale. Elle ne se laisse pas emporter par la colère, bien que celle-ci soit légitime. Elle canalise sa douleur pour construire, pour révéler, pour réparer. Cette retenue est une leçon. Dans nos combats personnels, la passion doit être guidée par la raison, la rage par la stratégie. Un autre aspect qui m'émeut est sa capacité à redonner une voix aux silencieux. Lucas Tran, Marie Colin, Malik Jones et tant d'autres ne sont pas que des noms. Ce sont des vies, des histoires, des espoirs brisés par un système qui les a ignorés. Claire, en les ramenant à la lumière, nous rappelle une vérité essentielle. Chaque individu compte. Cette idée, profondément enracinée dans l'humanisme français, nous invite à regarder autour de nous. Qui, dans notre entourage, est ignoré? Qui souffre en silence? En nous inspirant de Claire, nous pouvons devenir, à notre échelle, des défenseurs de ceux qui n'ont pas de voix. Enfin, l'histoire de Claire m'invite à réfléchir à la justice. En France, nous chérissons l'idée d'une justice équitable, incarnée par des figures comme Marianne. Mais Claire nous montre que la justice ne tombe pas du ciel. Elle se construit, se défend, se conquiert. Son centre, la voie retrouvée, est un symbole puissant, un lieu où l'écoute devient un acte de résistance. Cette image me pousse à m'interroger. Comment puis-je, dans ma vie quotidienne, contribuer à une société plus juste? Peut-être en écoutant davantage, en questionnant les injustices, en refusant la complaisance face au statu quo. Les leçons tirées de cette histoire s'appliquent directement à nos vies. D'abord, persévérer face à l'adversité. Comme Claire, nous devons croire en nos combats, même lorsque la victoire semble lointaine. Ensuite, cultiver la solidarité. Aucun changement n'est possible sans alliés, sans un réseau de cœurs et d'esprits unis. Enfin, agir avec intégrité. La vérité, même difficile, est une lumière qui guide nos pas.
Ces principes, simples mais profonds, peuvent transformer nos choix quotidiens, qu'il s'agisse de défendre un collègue injustement traité, de soutenir une cause locale ou simplement d'écouter un proche en détresse. En conclusion, l'histoire de Claire Dubois n'est pas qu'un récit, c'est un appel à ne pas détourner le regard, à ne pas baisser les bras, à ne pas oublier ceux que le monde voudrait effacer. Alors, agissons. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Likez la vidéo, partagez-la sur vos réseaux, inscrivez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Et surtout, laissez un commentaire. Quelle leçon retenez-vous? Quel combat vous inspire? Ensemble, faisons entendre nos voix comme Claire l'a fait, car la lumière dans la vérité commence par nous.